Chers auditeurs, Dear listeners, bonjour. welcome to Comme d'Archi Podcast Season 7. Saison 7, dans le monde fascinant des architectes. And in the architectural projects. Je suis Anne-Charlotte Deponte, passionnée d'architecture et docteur des universités en histoire de l'archi. I am one of the spokespersons of Anne-Charlotte, who is a PhD in architecture history. Merci Thank you d'être avec moi aujourd'hui. to be with us today. Et And maintenant, now, lundi en français, place au talent. and Wednesday, let's talk projects. In English, of course. Bienvenue dans Comme d'Archi. Chers auditeurs, bienvenue dans le Comme d'Archi de l'été 2026, avec pour cette saison, et avec parcimonie, des châteaux de France inédits. Je suis Esther, l'une des voix de la version anglaise de Comme d'Archi. Cette année, Anne-Charlotte m'a confié la rédaction du sujet qui ouvre ces mois d'été. Ainsi, j'ai choisi de consacrer cet épisode à un château crucial dans l'histoire des luttes entre les ducs de Bretagne et les rois de France. Un château encore habité, où fut enfermée une noble demoiselle, prisonnière d'une haute tour, et où habita une poétesse, chevalier de la Légion d'honneur. Enfin, un château qui n'aurait pu exister nulle part ailleurs qu'en Bretagne. Terre de religion, tradition et mysticisme, qui de tout temps était grande ouverte sur les mers, et cependant inaltérée dans son caractère propre. Dressé sur un éperon rocheux, dominant la vallée de l'Oust, Morbihan, le château de Josselin incarne la richesse de l'architecture bretonne et la mémoire d'un passé mouvementé. Du bastion triangulaire, comprenant un imposant donjon et 9 tours cylindriques, il ne reste qu'une tour isolée, dite tour-prison, et 3 tours intégrées au corps de logis. Ce dernier rappelle l'histoire millénaire du château. La façade ouest, qui se reflète dans les eaux de l'Oust, témoigne d'Olivier de Clisson, constructeur du castel médiéval. Sur la façade est, la dentelle de granit rappelle Jean II de Rohan, constructeur du logis Renaissance. Selon certains, c'est en 1008 que commence l'histoire du château de Josselin, avec le vicomte Guétenoc de Port-Hoët. Nous citons le cartulaire de l'abbaye de Redon, un registre qui contient les titres de propriété ou les privilèges temporels d'une église ou d'un monastère. Le monde étant encore florissant et la foi vivace, un homme d'une grande noblesse et d'une profonde sagesse, Guétenoc, vicomte de Châteautraux, désirant changer son château de place, se rendit au monastère du Christ à Redon et prit le conseil des moines pour savoir quel jour, à quelle heure et sur quelle fondation il devait édifier son château. Or, ceux-ci lui répondirent que le Christ est le fondement de tous les biens et que tout ce qui repose sur lui ne peut être détruit. Le dimanche suivant, à la première heure, le proconsul planta le premier pieu pour l'édification de son château. Fin de citation. Il lui donna le nom de son fils, Gosselin. Selon d'autres sources, c'est en 1116 qu'Alain, troisième fils du vicomte de Port-Hoët, posa les fondations du château en ce lieu appelé Roch-Anne. Peu de temps après, vers 1170, la forteresse fut rasée par Henri II Plantagenet, roi d'Angleterre, qui convoitait le duché de Bretagne, encore indépendant du royaume de France. Seulement 3 ans après, le bâtiment fut relevé par le nouveau vicomte de Port-Hoët, Eudes II, allié du roi de France. 2 siècles plus tard, en 1370, Olivier de Clisson,
futur connétable du royaume de France et nouveau propriétaire, reconstruit en grande partie le château, transformant la bâtisse en formidable bastion. Aux grandes dames des ducs de Bretagne. Il fit creuser des douves sèches, construire de hautes murailles et ajouta donjons et tours dont les murs font 3,5 mètres d'épaisseur. Le donjon, aujourd'hui perdu, mesurait 26 mètres de diamètre sur 32 mètres de haut et était surmonté d'un moulin. La forteresse en granit gris formait alors un triangle de 60 mètres de profondeur. La façade sur la rivière, encore visible aujourd'hui, présente 3 tours rondes élancées, en poivrière et couvertes d'ardoises. Elles sont reliées par des courtines surmontées de corbelets. Ces pièces en saillie du mur supportent les mâchicoulis bretons. Le corps de logis est, lui, adossé à la courtine. Les remparts sont percés de meurtrières et de canonnières. Ils furent fort utiles à Olivier de Clisson, assiégé dans Josselin en 1393 par Jean IV, duc de Bretagne. La lutte, bien que parfois interrompue, ne cessa pas même à la mort de Clisson en 1407. Son gendre, Alain VIII de Rohan, hérita alors du château. En 1488, la lutte reprit. François II, duc de Bretagne, fit démanteler une partie des défenses du bastion dont l'un de ses capitaines venait de s'emparer. Entre 1495 et 1510, sous l'impulsion de Jean II de Rohan, la forteresse médiévale fut reconstruite dans le style gothique flamboyant. Ce corps de logis est encore intact, tout comme la tour isolée, dite tour-prison, qui enferma la sœur de Jean II en octobre 1478. L'épisode est relaté par Hervé du Halgouët dans Au pays de Josselin, souvenirs du passé et du présent. René de Kéradreux, du même âge que Catherine de Rohan, sœur de Jean II, en devint amoureux. Elle répondit à cet amour, et les jeunes gens furent unis par un mariage secret. Le vicomte de Rohan, l'ayant appris et se considérant comme offensé, dans ses droits de chef de famille et dans son autorité de suzerain, fit enfermer sa sœur dans la grosse tour de l'enceinte qui reste aujourd'hui isolée du château. René de Kéradreux eut l'imprudence de venir rejoindre, de nuit, Catherine de Rohan dans sa prison. Jean de Rohan la prit, posta au pied de la tour 3 de ses gens. À peine René eut-il franchi le seuil de la tour que les hommes dissimulés se jetèrent sur lui et le massacrèrent. Sous les yeux de Catherine de Rohan, penchée à une fenêtre où des appels et le bruit des armes l'avaient attirée. Fin de citation. Pour ce meurtre, Jean II fut emprisonné et ses biens séquestrés. Mais il fut relâché 5 ans plus tard. Après tout, il n'avait pas lui-même porté les coups. C'est après cet épisode et la destruction de la partie haute des défenses que Jean II reconstruit le château de Josselin, en particulier le corps de logis. La simplicité de son mur gouttereau, tourné vers la cour, contraste avec ses hautes lucarnes à meneaux en croix et pinacles, caractéristiques du gothique flamboyant. Celles-ci sont richement ciselées et font la célébrité du château, autant que la balustrade en dentelle de granit qui les ceinture. Les fenêtres et portes du rez-de-chaussée sont sobrement couronnées d'arcs en accolade surbaissés. 2 portes, côte à côte, mènent à l'escalier principal, rampe sur rampe, l'un des plus anciens de France. Pinacles, cordelières, fleurs de lys, hermines stylisées, arabesques, devises des Rohan et A couronnés parsèment la sculpture lapidaire. L'historien Roger Grand, quoique réfuté par la famille de Rohan, propose une intrigante explication au symbole de A couronné.
Ces derniers étaient compris comme le chiffre de Jean II jusqu'au XIXe siècle, quand on supposa que les A, surmontés de la couronne ducale, pourraient être dédiés à Anne, duchesse de Bretagne. En effet, c'était l'époque où la maison de Rohan était à l'apogée de sa puissance, et épouser Anne, c'était hériter de la Bretagne. Or, celle-ci fut mariée au roi de France, et, comme pour rappeler ses espoirs matrimoniaux déçus, Jean II de Rohan aurait semé avec profusion l'initiale d'Anne aux côtés de sa propre devise, A+. Cette dernière, présente sur la balustrade et les lucarnes, dénote l'ambition et la ferveur des Rohan. En effet, elle signifie sans plus, sans supérieur. Ainsi, saura-t-on jamais la pensée de Jean II, chiffre personnel ou rappel de ses aspirations? Quoi qu'il en soit, le raffinement et l'homogénéité de cette façade témoignent du génie des artisans, à la charnière entre le Moyen-Âge et la Renaissance, le duché de Bretagne et le royaume de France. Au cours de la Renaissance, nombre de châteaux forts seront transformés en palais. Mais celui-ci, bien que reconstruit au goût du jour, resta protégé et défendable. On y accédait par un pont-levis. Un souterrain permettait de s'échapper sur le canal de Nantes à Brest, qui, lui, rejoint la mer. La forteresse de Josselin tenut ferme, jusqu'aux guerres de religion au XVIIe siècle. Les Rohan étaient protestants. Henri II de Rohan était à la tête des rébellions huguenotes, d'ailleurs appelées « guerre de Monsieur de Rohan ». En représailles, le cardinal de Richelieu ordonna la destruction de la forteresse de Josselin. En 1629, la partie est, comprenant le gros donjon et 3 tours, fut rasée à l'explosif. Le donjon était si solide qu'il fallut près de 2 semaines pour le faire sauter. Le château était encore debout, mais indéfendable. C'en fut assez pour satisfaire Richelieu. Plus tard, en mars 1793, les administrations républicaines s'installèrent dans certains appartements, transformant le reste en prison insalubre, caserne et magasin d'approvisionnement militaire. Ce n'est qu'en novembre 1814 que le château de Josselin et celui de Pontivy revinrent sous le nom des Rohan. De leurs immenses possessions en Bretagne, il ne resta que ces 2 bribes. Utilisé sans souci d'entretien depuis la Révolution, le château de Josselin était à l'état d'abandon. Il le resta jusqu'en 1835, quand commencèrent des travaux de préservation, menés premièrement par Charles-Louis Josselin, duc de Rohan, puis par Alain de Rohan, l'arrière-grand-père de l'actuel propriétaire, Josselin de Rohan. L'extérieur fut remis en état, l'intérieur presque totalement réaménagé. Au fil des années, plusieurs campagnes de restauration ont été menées, et le sont encore aujourd'hui, tout en respectant les traditions et techniques d'origine. Les intérieurs, la grande salle, la salle d'armes, ont conservé leurs voûtes en ogive et leurs plafonds à caissons peints. Les pièces sont meublées avec des éléments du XVIIIe et du XIXe siècle. Tapisseries anciennes, meubles en bois sculptés, etc. Les jardins du château ont été aménagés entre le XIXe et le XXe siècle. Sur la terrasse, bordée de balustrades sculptées, le jardin à la française suit le dessin des anciens remparts et laisse deviner l'emplacement des tours disparues.
Les douves ont, elles, été repensées en jardin à l'anglaise. Aujourd'hui, le château de Josselin est une demeure privée, encore habitée par la famille de Rohan. Sont ouverts au public les salles du rez-de-chaussée, la façade Renaissance et les jardins aménagés. On peut aussi découvrir un musée des poupées considéré comme la plus importante collection privée de poupées et de jouets de France, avec près de 5000 pièces. Cette collection a été commencée par Herminie de Rohan, poétesse de la Belle Époque et chevalier de la Légion d'honneur. Cette femme d'exception était notamment connue pour son salon littéraire et ses bals costumés si célèbres qu'il en est fait mention dans l'œuvre de Marcel Proust, Du côté de chez Swann. Mais plus que cela, alors que la Première Guerre mondiale lui prenait son fils aîné, elle transforma sa résidence en hôpital militaire et se consacra aux soins des blessés. Ce pourquoi elle fut nommée chevalier de la Légion d'honneur. Quittons-nous sur les mots mêmes d'Herminie. Un extrait du poème « L'esprit des pierres », paru dans son recueil « Souffle d'océan » 1911. À Josselin, je veille à ma sécurité. Je fais beaucoup de bruit, mais jamais ne me montre, trouvant qu'un blanc fantôme, en paraissant, se perd. Je fais sonner l'horloge, et la cloche, et la montre. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. Retrouvez Comme d'Archie la semaine prochaine pour d'autres aventures. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. N'oubliez pas de retrouver nos sujets en avant-première sur Instagram à l'adresse @commedarchipodcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast, plus un petit commentaire, ou sur votre plateforme de podcast favorite. Et surtout, abonnez-vous pour écouter tous nos épisodes gratuitement. À bientôt, et d'ici là, prenez soin de vous.